Aujourd'hui, on va parler de satisfaction client, de fidélisation et d'outils pour avancer dans ce domaine. Alors, comment est-ce que je passe au slide suivant? Voilà. Oui, alors comme vous le savez tous, la satisfaction client est un enjeu qui est absolument essentiel dans tout business. Sans satisfaction client, eh bien, on ne peut développer des business que extrêmement restreints. Et la satisfaction client, c'est un des marqueurs fondamentaux de la qualité, en particulier de la qualité perçue. Elle a donc un grand nombre de conséquences, en particulier la fidélisation des clients, mais pas seulement. Et dans le cas des business où on travaille de manière récurrente avec des clients, eh bien, elle évite l'évaporation, le churn, et donc ça peut avoir un impact considérable sur le business. Mais au-delà de ça, quand on a un niveau de satisfaction extrêmement élevé, ça permet d'engager les clients et l'idéal étant d'arriver à transformer les clients en ambassadeurs qui vantent vos mérites, qui vous recommandent auprès de leurs proches. Et donc, c'est un outil de développement commercial considérable. Par ailleurs, c'est un outil de capitalisation parce que une excellente satisfaction client, ça permet de consolider, voire de construire une marque et donc d'augmenter la valeur créée, le modèle économique, les revenus, les marges. Bon, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est la marque Apple. Apple vend systématiquement les mêmes produits que la concurrence, mais il les vend beaucoup plus cher parce qu'il s'appuie sur une notoriété qui a été en partie construite grâce à la satisfaction client. Maintenant, comment savoir si ces clients sont satisfaits ou pas? C'est extrêmement délicat parce que c'est une notion essentiellement qualitative. Et donc, assez fréquemment, les entrepreneurs se contentent d'évaluer la satisfaction de manière instinctive. Mes clients sont contents ou ils sont pas contents, ou un tel est content, un tel est très content, un tel les moyens, de manière informelle ou au mieux sous forme de sondages ponctuels et partiels. Or, vous le savez bien, toute démarche de qualité, tout plan de progrès s'appuie nécessairement sur une quantification d'éléments factuels, de telle manière à pouvoir suivre et progresser et passer du qualitatif au quantitatif. Et donc, c'est l'objectif de cet outil qui est le NPS, ou Net Perception Score. Euh, alors, alors qu'est-ce que c'est que le NPS? Eh bien, il s'agit tout simplement de poser la question à ses clients, à quel point êtes-vous prêt à recommander notre produit ou notre service ou notre société à vos proches, et on leur demande une réponse qui va de 0 à 10. On nomme ceux qui répondent 9 ou 10 les promoteurs. On nomme ceux qui répondent 6 ou moins les détracteurs, et il y a une catégorie intermédiaire qui sont les neutres, qui répondent 7 ou 8. Et donc, le NPS est un chiffre extrêmement simple. On prend le pourcentage de 9 plus le pourcentage de 10, on ne touche pas aux neutres, et on déduit les pourcentages de détracteurs. Voilà un exemple très simple. Vous avez interrogé plusieurs milliers de personnes, vous avez les réponses de toutes les personnes, vous calculez les pourcentages dans chacune des catégories et vous additionnez les promoteurs. Vous ne prenez pas en compte les neutres, qu'on appelle aussi passifs, et vous soustrayez les détracteurs et vous arrivez à un chiffre, en l'occurrence ici, un chiffre de 51. Alors, quelles sont les échelles de valeur? D'abord, par construction, il est compris entre moins 100 et 100. Moins 100, tout le monde est détracteur. Plus 100, tout le monde est promoteur.
Et on arrive à des échelles statistiques indicatives. Si c'est négatif, c'est mauvais. Entre 0 et 20, c'est plutôt médiocre. Entre 20 et 30, ça commence à s'améliorer, être moyen. Au-dessus de 30, c'est bon. Au-dessus de 50, c'est très bon. Et au-dessus de 60, c'est plutôt excellent. Maintenant, il faut garder en tête que c'est des chiffres qui varient avec les pays et les cultures. Par exemple, aux États-Unis, tout est dramatique ou exceptionnel, et donc on arrive souvent à des NPS supérieurs. C'est aussi lié à l'âge. Il se trouve que les plus jeunes sont les plus critiques et les plus expérimentés sont souvent de meilleure appréciation. Et donc, c'est un indicateur qui a une valeur en soi, mais qui a surtout un usage relatif, comme par exemple suivre l'évolution de son NPS dans le temps, le comparer à celui de ses concurrents et aussi à celui de son secteur. Parce que c'est aussi un des intérêts de cet outil quantifiable, c'est qu'il y a des statistiques qui sont faites régulièrement et qui donnent des moyennes de SPS par secteur d'activité. Par exemple, on voit que les FAI, on trouve très souvent des NPS qui sont très mauvais. On peste toujours contre ce FAI, contre le débit qui est pas bon, contre les plantages, contre les bugs, et on arrive à des valeurs moyennes qui sont souvent très faibles. A contrario, il y a par exemple des vendeurs d'automobiles qui ont souvent des FAI. On est fanatique de BMW, de Toyota ou de Tesla. Et donc, il y a dans chaque industrie des moyennes, des écarts types. Et donc, il est intéressant de pouvoir se comparer à eux. Donc, ces valeurs intrinsèques sont liées souvent au modèle économique des industries. Quand on est un FAI, on facture 20 ou 30 euros par mois. On joue sur la récurrence, on joue sur le fait qu'il y a 2, 3, 4 compétiteurs et guère plus. Et donc, la qualité de service est souvent quelque chose qui passe après la rentabilité immédiate. Toutes les grandes marques testent régulièrement leur NPS auprès de leurs clients. J'ai évoqué Apple, dont une enquête de NPS a donné un chiffre de 89. Je crois que le record est détenu par Tesla, dont une enquête NPS a donné un résultat de 97. Alors, il faut voir que ça fluctue dans le temps. Ce chiffre a été obtenu au début de Tesla. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre enquête qui a été faite et qu'il est nettement plus modeste que ça. Mais en tout cas, c'est un fait acquis que toutes les grandes marques utilisent systématiquement cet indicateur. Alors, comment l'utilise-t-on? Comment le mettons en place? L'idée, c'est d'interroger ses clients, idéalement à l'issue d'une interaction parce que vous êtes en contact avec eux, vous venez d'interagir, ils ont en tête et ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus objectif. Le deuxième point important, c'est de coupler avec une question ouverte. Le NPS est une question fermée, 0 à 10, et de coupler avec une question ouverte. Que pourrions-nous faire pour améliorer le produit et le service? Généralement, quand les gens ont répondu, eh bien, ils embrayent et ça permet d'avoir des feedbacks. On a vu avec Jean-Christophe que les feedbacks étaient des cadeaux et que c'est vraiment l'occasion d'en récupérer. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, etc., etc. Ensuite, le mettre en place de manière récurrente. Parce que comme on a vu, c'est l'intérêt de cet indicateur, c'est de le suivre dans le temps. Donc, il ne faut pas le faire trop souvent parce qu'on pourrait lasser ses clients, mais le fait d'avoir un rythme adapté paraît important. Ensuite, il faut outiller. Ça va du plus simple, on met les résultats dans Excel et on trace une jolie courbe, ou à des outils dédiés. Il y en a tout un tas. J'en présenterai un derrière qui s'appelle Satismeter. On le suit dans le temps et ce n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de mettre en place une feuille de route pour améliorer son NPS et une stratégie. Est-ce qu'on a beaucoup de détracteurs, auquel cas il faut répondre aux problématiques des détracteurs? Est-ce qu'on a peu de détracteurs, mais beaucoup de neutres
et donc il faut avoir un effet waouh plus marqué pour que les neutres deviennent promoteurs. Et donc, il y a une stratégie à mettre en place et un suivi. J'ai beaucoup des entrepreneurs que je suis qui utilisent la méthode OKR, je ne sais pas si vous la connaissez, Objectives and Key Results, qui permet une planification trimestrielle et se fixer des objectifs chiffrés. Et puis, derrière, communiquer sur les résultats, que ce soit en interne pour motiver, incentiver et faire réagir les équipes, ou que ce soit en externe. Un exemple d'outil, Satismeter, vous avez des courbes, vous pouvez choisir la période sur un mois, sur 6 mois, les nouveaux clients, les anciens clients, etc. Et vous pouvez filtrer derrière les réponses, demander, voir quelles sont les réponses à la question ouverte qu'ont fait les promoteurs ou les passifs. Voilà un exemple d'un de mes clients qui comment est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que vous pourriez faire comme ci, comme ça? Attention, c'est pas assez intuitif, le chargement est parfois long, les créas sont limités, etc., etc. Et là, j'ai demandé dans cet outil, parmi tous les détracteurs, tous ceux qui ont laissé des commentaires pour pouvoir m'inspirer de tout ça. Pourquoi le NPS? Ben là, j'en profite pour citer Paul Valéry. Hein, le simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Et l'avantage du NPS, c'est que c'est hyper simple et donc c'est hyper activable. Une autre manière de dire les choses, une citation que j'aime bien, c'est Done is better than perfect. Donc, les intérêts du NPS, la mise en œuvre d'une démarche qualité de projet continu, il est très facilement utilisable, il est indispensable pour les business récurrents où le churn est catastrophique, par exemple les services en SaaS. Maintenant, ce n'est pas un outil magique, ça ne fait pas tout. C'est un indicateur relativement pauvre. C'est une perception partielle et fugitive. Et puis, comme vous savez, dans tout ce qui concerne les statistiques, si vous avez 10 clients qui, une fois par an, vous font un retour, eh ben, la validité n'est absolument pas significative. Voilà ce que je voulais partager avec vous. L'idée, c'est que vous découvriez cet outil pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce que je m'aperçois qu'il est en train de se répandre à grande vitesse et que un nombre toujours plus important d'entrepreneurs l'utilisent. Alors Des questions? Tristan, tu as une question de Saba qui demande quand on a des clients récurrents en petit nombre, qu'est-ce que serait la bonne régularité pour ne pas se lasser, pour ne pas les lasser et qu'est-ce que tu recommandes comme usage du NPS pour les… Ben, comme je le disais, je pense que ce qui facilite et ne gêne pas les clients, c'est quand on le pose à l'issue d'une interaction. Par exemple, on ne sait pas si c'est un produit ou un service. Si c'est un service, on a livré un service, et ben, à l'issue de la livraison, et ben, on, Le pape de excusez-moi, son chat, Tristan, t'a dit. on en profite. Là, maintenant, c'est à vous de savoir quelle fréquence adopter. Si c'est si vous avez des interactions toutes les semaines et que vous posez toutes les semaines la question, c'est clair que ça ne passera pas. Voilà, donc c'est au cas par cas, mais ma recommandation, c'est à l'issue d'une interaction avec le client. Merci.